va travailler aujourd'hui, on va voir ensemble une prise de décision un peu spéciale que j'ai appelée des décisions socio-économiques, puisque c'est des décisions qui prennent en compte une dimension sociale et qui vont l'intégrer avec une dimension économique. Donc ces prises de décision, c'est dans le cadre de la gestion des conflits. Donc les conflits, quand on vit en groupe social, c'est absolument inévitable, et donc il faut gérer les conflits. Et donc quand on parle de gestion de conflits, comme vous avez pu voir dans la présentation de Pierre Francesco, ou encore plus dans la présentation de France Deval hier, quand on parle de gestion de conflits, souvent on parle de redirection d'agression, de réconciliation, de consolation, de third party intervention. Et du coup, mon propos aujourd'hui, c'est que ça, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg. Et en fait, la gestion de conflits, ça se gère un peu de manière au jour le jour différemment. Donc là, on a un exemple de réconciliation chez le macaque de Tonkéan. Donc il y a un individu qui va agresser un autre. Après, ils vont rentrer en contact social pour finir vers un contact social affiliatif où ils se font des câlins. Néanmoins, une bonne manière de gérer les conflits, c'est aussi d'éviter d'avoir des conflits. Ça peut couler sous le sens, mais bon, là, ici, on a un problème expérimental, c'est comment on fait pour étudier des conflits qui ne sont pas arrivés. Donc là, on a développé une méthode qui nous permet d'aller étudier ce genre de choses. Et de manière générale, cette méthode nous permet de poser des questions, de répondre à des questions sur comment, de manière générale, les singes vont gérer les conflits d'intérêts. Donc cette question, on l'a dissocie en trois sous-questions. La première, c'est poser la question, est-ce qu'il donne un coût aux conflits sociaux, est-ce que les singes vont mettre un coût à ça, vont reconnaître le fait que c'est quelque chose de coûteux? Est-ce que ce coût, finalement, peut être contrebalancé par le bénéfice potentiel du conflit? Si jamais on se bat pour une cacahuète ou pour un régime de bananes, c'est peut-être pas la même chose. Et la dernière question, c'est de savoir est-ce que les décisions socio-économiques des individus vont être modulées par leur rang dans la hiérarchie. Donc le contexte expérimental est le suivant. On a un protocole qui est relativement écologique, puisqu'on a des individus qui sont dans des parcs en semi-liberté, donc un parc d'un demi-hectare, en groupe multimâle, multifemelle, des macaques de Tonkéan. Et la spécificité du centre de primatologie, c'est qu'on a ces dispositifs qu'on appelle des MALT, Machine for Automated Learning and Testing, qui sont des modules où en fait les animaux vont pouvoir aller passer des tâches de cognition. Donc là ici, dans la présentation d'aujourd'hui, ce qu'ils vont faire en termes de tâches de cognition, c'est pas pertinent. Ce qui nous intéresse en fait, c'est la gestion sociale de l'accès à ces modules. Parce qu'en fait, quand vous arrivez devant ces modules, vous pouvez, il y en a 4, comme vous voyez. Et vous arrivez et ça peut être occupé. Et donc dans ce cas-là, il faut décider, est-ce que j'essaye de déplacer celui qui est à l'intérieur ou est-ce que j'essaye d'aller dans un module vide? Et une autre dimension à prendre en compte, c'est le fait qu'à l'époque où on a pris les données, les modules, il y avait des jus de saveurs différentes à l'intérieur. Donc la récompense, c'est du jus, du sirop dilué. Donc voilà, pêche, fruit de la passion, pomme ou fraise. Et donc du coup ici on est dans une situation où les conflits, les animaux vont devoir intégrer le coût du conflit avec la valeur du jus comme on va le voir par la suite. Donc les conflits, comment ça se passe dans la réalité en fait, quelques petites vidéos. Donc là en fait les décisions qu'on modélise, c'est les décisions des individus qui viennent. Donc là ici c'est un exemple où ça se passe pas trop mal, il y a un individu qui arrive, l'autre reconnaît sa supériorité dans la hiérarchie et va aller laisser la place, donc l'autre peut s'installer tranquillement. Donc voilà, donc ça c'est plutôt une situation où le conflit d'intérêts est quand même bien géré, quoi. On a d'autres situations où il faut un peu plus en venir aux mains, où du coup il faut vraiment pousser Manu Militari, celui qui était en train d'utiliser le module, pour lui faire bien comprendre, donc bon écoute, maintenant Olaf, tu dégages, c'est mon tour. Voilà, et donc après vous voyez qu'il reste un petit peu derrière, quoi. Et il y a d'autres situations où ça se passe un peu moins bien, quand par exemple un jeune qui ne connaît pas encore très bien l'ordre social va essayer d'aller prendre le tour d'une vieille guenon qui s'appelle Jeanne. Et donc là, vous voyez une petite présentation au début. Il essaye quand même de poser la question, et puis là, du coup, il va toucher l'écran. Du coup, il n'y a pas le son, et vous imaginez, donc en fait là, il y a des cris, Donc ça, en fait, en analysant les vidéos des conflits qu'il y a au module, on voit que c'est dans... Non, mais on voit que ça arrive dans moins d'1% des cas, donc de manière générale, ils arrivent quand même bien à gérer. En fait, c'est très très rare qu'on en arrive vraiment à un conflit. Mais bon, ça montre que si jamais on prend des mauvaises décisions dans ces cas-là, on peut payer des conséquences relativement chères. Donc le contexte, on va dire, expérimental et d'analyse est le suivant. Donc, si un individu arrive tout seul, il n'y a personne dans les modules, on va pouvoir connaître la valeur subjective des différents jus de différentes saveurs. Si jamais il y a quelqu'un à l'intérieur, du coup il doit intégrer le coût du conflit avec
la valeur subjective du jus. Et donc en fait on dit que chaque module va avoir une espèce de valeur à l'intérieur, et il va comparer ces deux valeurs pour arriver à une courbe de décision comme ça, où du coup la valeur, c'est comme je l'ai dit, la valeur du jus, et le coût du conflit qu'on peut, là je ne vais pas élaborer là-dessus, mais le coût du conflit, on peut débattre sur le fait, c'est la probabilité de conflit fois l'intensité éventuelle du conflit. Comme ça on ne peut pas vraiment le mesurer, c'est compliqué. Donc le dataset, en fait, donc on a analysé 251 jours de données, là où il y avait les quatre modules qui étaient utilisés significativement. On a 26 joueurs. On a 7881 situations où, du coup, tous les modules étaient vides et l'animal arrive, et comme ça on peut connaître ses préférences personnelles. Et on a 45 000 des brouettes situations où, du coup, il y avait au moins un individu dans un module quand l'autre individu est arrivé, et on regarde sa prise de décision. Donc la première question, donc au début on regarde les préférences pour les jus, hein, voilà, c'est assez trivial. Mais on voit quand même que, donc là par exemple abricot, donc pour chacune des couleurs correspond à chacune des saveurs de jus. Donc lui il n'a pas vraiment de préférence, on est au 25% à peu près pour tout le monde. Alors que Barnabé par exemple, lui il préfère la fraise, hein, vous voyez la barre rouge qui est un peu plus grande. Jeanne, elle est plutôt dans la pêche, et Patsy est plutôt dans l'équipe de la passion. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'il n'y a pas un jus qui est bon pour tout le monde, il y a une espèce de valeur subjective et chacun a ses préférences alimentaires là-dessus, ce qui est intéressant pour nous. Donc imaginons la situation où Jeanne, qui aime la pêche, arrive, et là, il y a quelqu'un dans son module préféré. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va se dire, bon, je vais aller dégager celui-là pour essayer d'avoir ce que je préfère, ou alors je me dis, allez, je vais faire un effort, on va éviter d'aller faire du conflit, et je vais aller prendre du jus que je préfère un peu moins. Donc ça, c'est une situation, on va dire, assez simple, où on peut justement poser cette question de est-ce qu'il y a un coût, de manière générale, au conflit social. En gris, on a la probabilité d'aller dans son module préféré quand il n'y a personne, et en noir quand il y a quelqu'un. Donc vous voyez, pour la majorité des singes, ça diminue quand même drastiquement, et si on fait la moyenne, on a une diminution d'à peu près de 25% de la proportion d'aller dans son module préféré quand il y a quelqu'un à l'intérieur. Donc du coup, là, on peut dire, de manière générale, les individus sont enclins à aller dans un module qu'ils ne préfèrent pas, d'aller perdre de la valeur subjective, pour éviter le conflit social. Maintenant, si on essaie de prendre en compte qui est-ce qu'il y avait à l'intérieur des modules. Donc là, là c'est vraiment le moment où on prend en compte vraiment toutes les données. Imaginons qu'on est dans cette situation, complètement l'inverse, enfin pas l'inverse, hein, encore plus complexe, où finalement il y a du monde dans tous les modules et vous devez prendre une décision. Donc là, on oublie un peu la dimension du jus pour l'instant. Si jamais l'individu choisit le module 1, ça veut dire qu'on va estimer que la valeur du module 1 a été supérieure à la valeur du module 2, 3 et 4. Pour simplifier un peu le problème, on va considérer pour l'instant la situation où l'individu choisit soit le module 1, soit le module 2, et on va regarder qui est-ce qui était à l'intérieur des deux modules quand l'individu choisit. Et donc là, on a la prise de décision d'abricot, avec en abscisse, on a la différence de rang entre un module et l'autre, et en ordonnée, la probabilité de choix. Donc ça, c'est les données réelles, ça fit incroyablement bien, c'est magnifique. Et donc du coup, il y a vraiment une prise de décision, et par rapport à ce qu'on arrive à expliquer, on voit que ça explique quand même pas mal de prises. C'est une dimension qui explique beaucoup la prise de décision de ce singe. Donc j'ai pas fait du cherry picking, hein, si jamais vous avez regardé les courbes d'autres singes, c'est aussi beau que ça, quoi. Ou presque. Si on regarde par exemple celle de Jeanne, bon, c'est quand même moins beau, mais c'est beau quand même. Et là ce qu'on regarde, en fait, donc la croix bleue, c'est le point d'indifférence à 50-50. Et si on regarde le point d'indifférence par rapport au point d'indifférence de la différence de rang, on voit que la courbe de Jeanne est un peu décalée. Comme s'il y avait un module qui avait déjà une valeur intrinsèque plus grande, comme s'il fallait payer en rang pour pouvoir arriver à ce point d'indifférence. Et donc là, on peut se demander, est-ce que c'est les préférences de jus qui vont aller faire bouger la courbe? Est-ce que la position de ce point d'indifférence va être liée aux préférences personnelles? Donc là, on voit les courbes, donc là, c'est les différentes paires de modules. Et donc on voit les courbes un peu de chacun. Donc il y en a certains où finalement les paires de modules ça change pas beaucoup, comme pour abricot, ou pour Jeanne ça change, et Patsy ça change encore plus radicalement. Donc là on va corréler la position de ce point-là par rapport aux différences de préférence de jus. Et on obtient cette régression qui est pas dégueu, où vous avez donc en abscisse les points d'indifférence, en termes de rang, quoi, et en ordonnée les deltas de modules de préférence de jus, quoi.
Donc ça suggère qu'en fait, lorsque l'animal est, lorsque l'animal est du coup devant ces modules, il va intégrer des dimensions sociales et non sociales et avoir cette décision qu'on appelle socio-économique. Donc maintenant, la question qu'on pose, c'est ce type de décision socio-économique, est-ce que la position dans la hiérarchie va influencer sur le type de décision, la dynamique de décision qu'on va prendre. Donc là, on avait les décisions d'Abricot, donc on fait ici le GLM avec un seul facteur qui est la différence de rang, mais si jamais je regarde les courbes de décision de par exemple Wallace, qui était un mâle de haut rang, on a quelque chose de beaucoup plus plat et de beaucoup moins joli, quoi. Et si jamais on corrèle justement ce bêta 1 qui est la courbure de la sigmoïde, avec le rang, on a ce genre de relation. En fait, plus on est haut dans la hiérarchie, plus la courbe va être plate, donc moins la dimension sociale va être prise en compte dans ce genre de décision. Si on rajoute au modèle cette fois la préférence de jus, on a la relation inverse, donc plus on est haut dans la hiérarchie, plus la dimension préférence personnelle va être importante dans la prise de décision. Et donc là ici, le poids relatif des deux dimensions va dépendre de la place dans la hiérarchie. Donc là c'est les mêmes données montrées un peu différemment, où donc c'est juste bêta 2 divisé par bêta 1 plus bêta 2, donc un rapport. Où on voit que par exemple quand on est de haut rang, on va le poids finalement du social va représenter seulement 40%, alors que le poids du non social on est à plus de 55%, alors qu'un individu qui est tout en bas de la hiérarchie, finalement ses préférences sociales on n'arrive pas trop à les lire, et donc du coup le plus bas on est dans la hiérarchie, le plus on doit prendre en compte la dimension sociale et oublier ses préférences personnelles, ce qui pose aussi des questions par rapport aux inhibitions comportementales. Un individu de haut rang, s'il a des problèmes d'inhibition comportementale, on va moins le voir, ça va moins poser problème. Donc pour conclure, on a montré que les singes vont assigner un coût aux conflits sociaux, que ce coût peut être contrebalancé par le statut social avec qui on va être en conflit, qu'ils intègrent ce coût avec le bénéfice potentiel de ce conflit, que les décisions socio-économiques dépendent de la dynamique sociale, et les perspectives seraient évidemment d'aller voir si jamais, dans le coût du conflit social, des dimensions affiliatives sont aussi prises en compte, et éventuellement d'aller faire passer ce genre de protocole sur des espèces plus despotiques, parce que là, ça nous permettrait de regarder si jamais vraiment dans leur cognition, leur prise de décision, comment en fait, est-ce que la dimension sociale va être par exemple plus ou moins grande chez des espèces plus ou moins tolérantes, quoi. Non, bon, ok, c'est pas grave. Bon, il y a aussi des hypothèses neuro, etc. On peut se dire où est-ce que les variables vont se rencontrer, les variables sociales et non sociales, et donc pour imaginer l'orbitofrontal, l'amygdale, etc. Mais c'est une autre histoire. Voilà, je remercie tous les gens de la plateforme du centre de primatologie, de Scilab, Hélène avec qui on travaille, et puis les gens qui ont pris les données pour par exemple la hiérarchie, etc. Et si vous avez des questions, je suis très content d'y répondre.